Bienvenue sur IFSI Réussite. Chaque vidéo que tu regardes et que tu écoutes, c'est un sujet IFSI complet et converti en un cours vivant. Aujourd'hui, on travaille le sujet de l'UE 1.3 du semestre 1, législation, éthique, déontologie, sorti en janvier 2023 à l'Université de Bordeaux. Bienvenue dans la nouvelle façon d'apprendre. Passons directement à la partie 1. Le corps humain, un temple sacré, jamais une marchandise. Imagine que tu habites dans un temple sacré. Ce temple, c'est ton corps humain. Tu y entres chaque jour, tu le protèges, tu en prends soin. Mais tu n'en es pas propriétaire. C'est là que beaucoup d'étudiants tombent dans le piège. Dire « c'est mon corps, donc j'en fais ce que je veux » est faux juridiquement. En droit français, le corps humain repose sur plusieurs principes fondamentaux. D'abord, le principe de non-patrimonialité du corps humain. Ça veut dire une chose simple. Le corps humain ne fait pas partie du patrimoine. Il ne peut ni être vendu, ni acheté, ni rapporter de l'argent. Comme la dignité ou la liberté, il est hors commerce. Ensuite, il y a le principe d'inviolabilité du corps humain. Personne ne peut toucher ton corps, y porter atteinte ou intervenir sans raison médicale ou légale valable. Même un soignant n'a pas le droit d'intervenir sans cadre précis. Et là arrive un pilier essentiel, le respect du consentement des personnes. Avant tout acte, soin, examen, prélèvement, le patient doit dire oui. Sans ce oui, l'acte devient une atteinte au corps. Enfin, le principe d'indisponibilité du corps humain. Même si tu veux, tu ne peux pas disposer librement de ton corps comme d'un objet. Tu ne peux pas décider de le vendre, de le louer ou d'en faire un usage contraire à la loi. Piège classique, le mot propriété est toujours faux quand on parle du corps humain. Partie 2, le secret professionnel, le coffre-fort invisible. Imagine que chaque patient arrive avec un coffre-fort invisible. À l'intérieur, il y a sa maladie, son histoire, ses peurs, ses diagnostics, ses confidences. Dès que tu entres dans la relation de soins, tu reçois la clé. Cette clé, c'est le secret professionnel. Et attention au premier piège, le secret professionnel ne concerne pas que le médecin. Il concerne tous les professionnels de santé, y compris les étudiants infirmiers. Dès que tu es en stage, dès que tu entends ou vois une information concernant un patient, le secret s'impose à toi. Deuxième piège classique, beaucoup pensent que violer le secret entraîne seulement une sanction disciplinaire. C'est faux. La violation du secret professionnel peut entraîner des sanctions pénales, civiles et disciplinaires. Autre erreur fréquente, croire que le secret est absolu, sans exception. En réalité, le secret professionnel connaît des dérogations prévues par la loi. Dans certains cas précis, le professionnel doit parler. Par exemple, les déclarations de maladies contagieuses fixées par décret. Les déclarations de maltraitance, notamment chez les mineurs ou personnes vulnérables. Les certificats et attestations de décès. Mais attention, en dehors de ces cas stricts, le secret s'impose. Et non, le secret ne disparaît pas parce qu'on travaille en équipe. On parle de secret partagé, mais uniquement entre professionnels participant à la prise en charge du patient et dans l'intérêt du patient. Pas avec les amis, pas dans l'ascenseur, pas à la machine à café. Image mentale à retenir, le secret professionnel, c'est un coffre-fort scellé.
La loi t'autorise parfois à l'ouvrir, mais uniquement avec la clé légale, jamais par curiosité. Partie 3, la sauvegarde de justice, le parapluie temporaire. Imagine une personne surprise par une tempête soudaine. Elle ne va pas rester sous l'orage toute sa vie. On lui prête simplement un parapluie, le temps que la situation se stabilise. Ce parapluie, en droit, c'est la sauvegarde de justice. Une personne majeure placée sous sauvegarde de justice n'est pas totalement incapable. Elle conserve l'exercice de ses droits et peut continuer à agir seule. Mais attention, ces actes peuvent être protégés a posteriori. Si elle signe quelque chose de défavorable, le juge peut annuler ou corriger l'acte après coup. Contrairement à la tutelle, la sauvegarde de justice est temporaire. Elle vise à protéger rapidement une personne en difficulté, souvent dans l'attente d'une mesure plus lourde. La personne est placée sous la protection du juge, mais elle peut encore réaliser certains actes de la vie courante, y compris souscrire un prêt. Oui, c'est possible et c'est un piège classique d'examen. Image mentale à retenir, la sauvegarde de justice, c'est un parapluie. On n'enferme pas la personne, on la protège provisoirement. Partie 4, tutelle et curatelle. La main qui aide. Maintenant, imagine quelqu'un qui a du mal à marcher seul. Deux solutions existent. La curatelle, c'est comme une main qui accompagne. La personne reste capable, mais elle est assistée pour les actes importants. Elle décide, mais on l'aide. Et la tutelle, en revanche, c'est une représentation continue. Là, la personne est frappée d'une incapacité générale. Quelqu'un agit à sa place pour les actes de la vie civile. Formulation exacte à retenir, le régime juridique qui frappe la personne d'une incapacité générale et qui prévoit sa représentation d'une manière continue dans les actes de la vie civile est la tutelle. Partie 5. La laïcité à l'hôpital. Neutralité, pas silence. Imagine l'hôpital comme une grande salle d'attente commune. Tout le monde s'y retrouve. Croyants, non-croyants, agnostiques, pratiquants, athées. Pour que tout le monde puisse cohabiter, une règle invisible tient les murs. La laïcité. La laïcité, ce n'est pas faire disparaître les religions. C'est la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Et là, énorme piège de QCM. La laïcité n'interdit pas la pratique religieuse. Elle interdit l'imposition. Le professionnel de santé a un devoir de neutralité. Il ne montre pas ses convictions, il ne cherche jamais à convaincre, il ne fait aucun prosélytisme. Mais attention, la laïcité n'autorise jamais un soignant à refuser de soigner un patient, même si celui-ci fait du prosélytisme. Le soin reste prioritaire. Autre piège classique, le soignant ne peut pas refuser de faire appel à un ministre du culte, à la demande du patient. Ce serait une atteinte à la liberté religieuse. En résumé, le soignant accueille toutes les croyances, mais n'en affiche aucune. Partie 6. Le culte à l'hôpital.
une liberté encadrée. Un patient hospitalisé a le droit de pratiquer son culte. C'est une liberté fondamentale. Mais attention au piège. Ce droit n'est pas sans limite. L'exercice du culte peut être limité dans des conditions strictes, uniquement pour des raisons de nécessité du service, d'impératifs de sécurité, d'hygiène, de santé ou d'ordre public. Donc, non, un soignant ne peut pas limiter un culte sans justification. Et non, ce droit n'est pas totalement intouchable. Un patient peut prier avec qui il veut tant que cela ne perturbe pas le service. Et les rites religieux doivent être respectés dans la mesure du possible. Partie 7. Mineur, IVG et consentement. Une interruption volontaire de grossesse, même chez une patiente mineure, est possible. Et non, elle n'est pas subordonnée à la majorité. C'est un piège classique d'examen. La loi prévoit une règle précise à retenir mot pour mot. Une IVG demandée par une patiente mineure peut être réalisée à la condition que la patiente soit accompagnée par une personne majeure de son choix. Cette personne n'est pas obligatoirement un parent. Ça peut être une tante, une sœur, une amie, une éducatrice. L'objectif est simple, ne pas isoler la mineure. Les représentants légaux peuvent ne pas être informés si la mineure le souhaite. Et non, les parents ne peuvent pas s'opposer à l'IVG. Partie 8. Informer, expliquer, prouver. La parole qui engage. Imagine maintenant que chaque information donnée au patient laisse une empreinte invisible. Cette empreinte, en cas de conflit, doit pouvoir être prouvée. L'article L 1111-2 du Code de la santé publique est très clair. Il ne précise pas la forme de l'information. Ni oral obligatoire, ni écrit obligatoire. Aucune précision formelle n'est apportée par le texte. Mais attention au piège final. Si un conflit survient, la charge de la preuve pèse sur le professionnel de santé. C'est à lui de démontrer que l'information a été transmise au patient. C'est pour ça que, dans la vraie vie, on trace. Pas parce que la loi l'impose systématiquement, mais parce que celui qui parle doit pouvoir prouver qu'il a parlé. Image mentale, informer sans tracer, c'est comme parler dans le vent. Ça existe, mais ça ne laisse aucune preuve. Partie 9. Dignité, consentement et décision, ce qui fait l'humain. Imagine que la dignité soit une lumière intérieure. Elle ne dépend ni de l'âge, ni de la maladie, ni de l'autonomie. La dignité, ce n'est pas mériter des soins. Ce n'est pas pouvoir faire absolument ce que l'on veut de son corps. Et ce n'est pas l'aide active à mourir. La formulation clé à retenir, la dignité, c'est la défense de ce qui fait l'humanité de l'homme. Elle est inhérente à toute personne, même inconsciente, même très dépendante.
Le consentement, la clé qui ouvre chaque soin. Chaque soin est comme une porte, et pour l'ouvrir, il faut une clé, le consentement du patient. Le consentement est obligatoirement recueilli à chaque nouvel acte proposé. Il peut être retiré à tout moment, même après avoir dit oui. Il n'a pas à être écrit obligatoirement. Il n'est pas donné par la personne de confiance. La personne de confiance aide, éclaire, accompagne, mais ne décide pas à la place. La loi Claeys-Leonetti soutient fortement le respect du consentement, notamment en fin de vie. Image mentale à retenir. Un soin sans consentement, c'est une porte forcée. Décision concernant la santé d'un mineur. Expliquer avant d'agir. Quand il s'agit d'un mineur, le médecin n'agit pas à l'aveugle. Il explique la décision au mineur. Il prend en compte son avis, selon son âge et sa maturité. Et oui, il peut passer outre le refus des parents si la santé du mineur est en jeu. Piège classique, dire que le médecin décide à la place du mineur est faux. Il décide dans l'intérêt de sa santé, en expliquant. Le dossier médical après le décès, une porte entr'ouverte. Après le décès, le dossier médical n'est pas grand ouvert, mais il peut être consulté par les ayants droit dans des cas précis. L'accès est autorisé pour connaître les causes du décès ou pour faire valoir les droits du défunt. Mais attention, si le patient s'y est opposé de son vivant, l'accès est refusé. Les dérogations au secret professionnel. Parler quand la loi l'impose. Enfin, revenons au secret professionnel. Parfois, garder le silence devient une faute. La loi oblige alors à parler. C'est le cas pour les déclarations de maladies contagieuses, les déclarations de maltraitance, les attestations de décès. Mais jamais pour les urgences cardiaques et jamais pour déclarer une IVG à l'ARS. Tu viens d'écouter IFSI Réussite, la méthode qui transforme les sujets IFSI en savoir clair, vivant et utile. Ce sujet vient s'ajouter à tous les autres que tu trouveras ici. Chaque vidéo te fait progresser parce que chaque sujet sont complémentaires entre eux et te donne les notions pour valider toutes tes unités d'enseignement. C'est ça, la méthode IFSI Réussite, apprendre par la diversité des sujets, pour que ton cerveau crée des ponts entre les notions et retienne tout ce qui tombera à l'examen, et sans effort. À force d'écouter et de lire ces cours, tu finiras par tout connaître, sans t'en rendre compte. Pas besoin de relire 100 fois les mêmes polycopiés. Ici, tu avances sujet après sujet, UE après UE, jusqu'à construire une base solide pour valider tes 3 années d'IFSI. Parce que la réussite, c'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. Et cette méthode, tu viens de la vivre. C'était IFSI Réussite, le savoir vivant, clair et efficace.